Le plaisir ce matin d'accueillir Paul de Sinetti, délégué général à la langue française et aux langues de France, que nous connaissons bien, puisque, monsieur le délégué, vous avez eu plusieurs fois l'occasion de venir et nous en sommes ravis à chaque fois de venir devant cette commission. Monsieur le délégué général, vous m'avez proposé il y a quelques semaines de venir présenter devant notre commission la nouvelle édition de votre rapport au Parlement sur la langue française. Votre initiative m'a semblé tout à fait opportune alors que notre commission vient de lancer une mission d'information sur la situation de la francophonie à l'aube du 30e anniversaire de la loi Toubon, dont les rapporteurs, je vous le rappelle, sont Catherine Belriti, Yann Chantrel et Pierre-Antoine Lévy. Cet anniversaire interviendra d'ailleurs au moment où notre pays accueillera évidemment les Jeux olympiques et paralympiques, événements qui constituent une belle opportunité de faire vivre notre langue à l'international, mais qui n'est pas non plus sans risque pour celle-ci. J'en veux pour preuve l'usage croissant du franglais dans le domaine sportif par les médias et par certains responsables politiques également. Cette audition est l'occasion de connaître l'état des lieux que vous dressez sur la situation de la langue française en France et dans le monde, et évidemment de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que notre cadre légal est-il encore adapté aux grands enjeux actuels, qu'ils soient internationaux ou technologiques? Comment sensibiliser davantage et mobiliser davantage nos concitoyens autour de la langue? Quels devraient être, selon vous, les contours d'une politique publique linguistique ambitieuse? Avant de vous céder la parole, je me permets de vous rappeler, monsieur le délégué général, que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Et sans plus tarder, je vais vous donner la parole, et puis après, bien sûr, mes collègues pourront vous poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est évidemment pour moi un très grand plaisir d'être ce matin avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition du rapport au Parlement sur la langue française, qui paraît aujourd'hui même. J'espère que vous avez chacun pu recevoir un exemplaire de ce rapport. Aujourd'hui même, journée mondiale de la francophonie, puisque chaque année, comme vous le savez, le 20 mars, nous célébrons la langue française et la francophonie. Ce rapport au Parlement présente les grands axes de notre politique linguistique, dont la délégation générale à la langue française de Langue de France a la responsabilité, puisque nous avons une mission de coordination au niveau gouvernemental de notre politique publique en matière linguistique, naturellement sous l'autorité très énergique et active de Madame Rachida Dati, notre ministre de la Culture. Ce rapport dresse, alors que vous l'avez en effet rappelé, Monsieur le Président, ces grands axes de politique de la langue, alors que cette année, nous célébrons les 30 ans de la loi Toubon, de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui donc nous amène, à travers la remise de ce rapport, à faire un état des lieux et à nous interroger ensemble, représentation nationale, service de l'État, quant à l'utilité de ce cadre légal, ces éventuelles perspectives. C'est ce que je pense nous pourrons aussi évoquer durant cette rencontre d'évolution, si toutefois la représentation nationale juge cela opportun. Ce rapport dresse sous un format renouvelé ce panorama. Il vise, je le rappelle, 3 objectifs. D'abord, sensibiliser le grand public au patrimoine commun qu'est notre langue, ce premier bien commun qui constitue l'unité de la nation. Deuxième objectif, susciter une prise de conscience de tous, qu'il s'agisse des élus, des décideurs et plus largement de tous nos concitoyens, sur le rôle majeur que joue le français dans notre société. Et enfin, d'encourager des nouvelles dynamiques pour une mobilisation renforcée en faveur de la langue française et du plurilinguisme, s'appuyant sur des nouvelles données, des analyses, et donnant la parole aux acteurs concernés, dont les élus. Et je vous remercie, Monsieur le Président, cher Laurent Lafont, ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias de vos contributions. Ce rapport apporte, dans cette perspective, des éclairages sur les grands enjeux de notre époque et fait état des avancées réalisées.
au premier rang desquels, naturellement, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, qui fut inaugurée le 30 octobre dernier par le président de la République. C'est un établissement unique au monde, qui incarne une politique de la langue renouvelée. Si vous n'avez pas encore pu visiter ce lieu, je vous encourage à vous y rendre et je serai heureux de vous y accompagner. L'invitation est lancée pour pouvoir découvrir notamment, non seulement bien sûr la formidable restauration du bâtiment de François Ier, réalisée par les équipes du Centre des Monuments Nationaux, opérateur du site, mais également le parcours permanent dédié à la langue française, l'aventure du français, qui est un parcours très, très interactif, très pédagogique, pas du tout ennuyeux, très enrichissant pour chacune et pour chacun, preuve du succès de cette création, de ce parcours et de cette réalisation formidable. Nous avons enregistré plus de 70 000 visiteurs depuis le 30 octobre dernier, ce qui est un excellent résultat quand on connaît aussi les difficultés qui tendent bien sûr à être résolues d'accès de ce territoire. Mais cette cité, dans le fond, ne pourrait être véritablement une cité de la langue que si elle incarnait les enjeux de nos politiques linguistiques. Et un des premiers enjeux, notamment, c'est celui que nous avons identifié, c'est celui de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison que nous allons installer au cœur de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts un centre de référence des technologies de la langue, dont les statuts ont déjà été adoptés au niveau européen il y a quelques jours, et qui permettra de proposer à l'ensemble des acteurs du monde industriel, du monde académique, du monde scientifique également, de travailler ensemble pour la promotion de la langue française à travers l'innovation, le traitement automatique des langues, les technologies de la langue, la problématique de l'intelligence artificielle, mais également des langues de l'Union européenne. C'est un centre de référence qui verra un budget de 50 millions d'euros, dont la moitié financée par la Commission depuis Bruxelles. Ce centre de référence permettra aussi une ouverture à la francophonie à travers un espace dédié à la langue française et à la francophonie, et sera proposé par le président de la République lors du sommet de la francophonie. Autre grand rendez-vous de cette année, avec celui de la loi Toubon, de la célébration du 30e anniversaire de la loi Toubon, les 4 et 5 octobre prochains. Les enjeux du numérique sont essentiels. Ils conditionnent fortement l'avenir de la langue française, de notre souveraineté et de notre diversité numérique. Car comme vous le savez, si le français est aujourd'hui la seconde langue la plus utilisée sur Internet et la quatrième en termes de contenu, il n'en demeure pas moins qu'une part croissante des contenus que nous lisons, entendons, sont produits par des machines. L'avenir des langues se joue donc en grande partie sur les investissements au sein de ces technologies, une stratégie au sein de laquelle nous entendons, la France, jouer un rôle moteur. Et la délégation générale à la langue française et aux langues de France en assure le pilotage, en nous appuyant notamment sur un certain nombre d'acteurs et en lien constant avec la Direction générale des entreprises et le secrétariat d'État au numérique. Les travaux lancés pour une découvrabilité en ligne des contenus culturels et scientifiques francophones sont aussi une illustration de ce sursaut nécessaire que nous devons avoir, pouvoir public en lien avec des partenaires internationaux, partenaires européens et partenaires francophones. Et c'est pour cette raison qu'une mission sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français devrait être lancée dans les prochaines rencontres alternées des 2 premiers ministres français et québécois du 11 au 13 avril prochain à Québec. À ce défi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, s'ajoute celui de la mise en œuvre effective de la loi Toubon, la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Je rappelle l'importance de cette loi. C'est une loi sociale car elle traduit la volonté du législateur de l'article 2 de la Constitution qui dispose que la langue de la République est le français, concrètement dans tous les secteurs de notre société, dans notre quotidien. C'est une loi sociale qui permet et qui
garantit l'emploi du français au nom d'une égalité d'accès à tous. N'oublions pas que l'article 2 est placé juste après, depuis 1992, le premier article qui traite de l'indivisibilité et de l'égalité de la République. Et donc on voit bien pourquoi la question linguistique est positionnée comme une traduction de cette vision de la République française, de cette vision nationale. Ce texte a démontré son efficacité. Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, réjouissons-nous qu'elle existe, car sans cette loi, eh bien, nous ne pourrions pas bénéficier d'informations en français dans le quotidien de nos achats de consommation. Nous ne pourrions pas non plus accéder nécessairement dans notre langue à l'éducation. Nous ne pourrions pas non plus accéder dans notre langue aux soins ou aux services de santé. Donc je rappelle que cette loi est une loi qui a une vocation sociale et qu'elle remplit en grande partie déjà cet objectif, qu'elle atteint en grande partie déjà cet objectif. Mais comme le dit Jean-Marc Sauvé dans ce rapport, la langue française est une composante de notre cohésion sociale. Une nation, c'est la capacité à se projeter ensemble dans un avenir commun. Nous ne pouvons construire celui-ci qu'avec une langue que nous partageons. Ces obstacles que nous avons malgré tout constatés ne nous empêchent pas à agir en faveur du cadre légal, tout d'abord par une action interministérielle et institutionnelle renforcée, en nous appuyant sur un réseau de hauts fonctionnaires à la langue française mobilisés dans chaque ministère pour mieux faire connaître ce dispositif, favoriser l'intelligibilité et un langage simple à l'intention de nos concitoyens. Et ensuite, par un effort d'information, de sensibilisation au respect des principes de la loi Toubon, notamment à l'occasion des grands événements que vous avez évoqués, Monsieur le Président, comme celui des Jeux olympiques et paralympiques. Il y a certainement des lacunes qui sont constatées. Nous avons commencé nous-mêmes à identifier les points de difficulté, liés probablement à la rédaction du cadre légal, points de difficulté aussi liés à eh bien, disons comment dirais-je, oui, des difficultés liées à l'érosion en raison de la date à partir de laquelle elle fut votée. Nous étions en 1994, pardon. En 1994, le numérique n'existait pas, Internet n'existait pas. Donc on a tout un pan qui n'est pas traité dans cette loi. Et nous avons donc la possibilité, si la représentation nationale le souhaitait, d'accompagner les parlementaires dans ce travail de réflexion. Nous avons un autre enjeu, c'est aussi celui de l'enrichissement de la langue française. Cet enrichissement, vous en avez la preuve à travers des publications qui vous ont été distribuées, permettre à notre langue d'exprimer les réalités du monde le plus contemporain, dans les domaines scientifiques, techniques, de notre modernité. Et je crois que grâce à nos efforts de terminologie, d'enrichissement de la langue, eh bien, ce sont les services de l'État qui ont cette nécessaire exemplarité quant à l'emploi de notre langue, qui peuvent employer le français. Donc si l'exemplarité n'est pas respectée par les services de l'État, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de terme pour exprimer ces réalités, mais c'est parce que les services de l'État n'en ont pas forcément toujours conscience ou ne le désirent pas toujours. C'est un point aussi qu'il convient de rappeler. Nous avons enfin d'autres axes importants qui sont développés dans ce rapport. D'abord, une politique publique mise en œuvre pour irriguer les territoires, pour répondre à deux grands objectifs sociétaux. Celui tout d'abord de la maîtrise de la langue française, une condition indispensable pour favoriser l'inclusion de chaque individu au sein de notre société et sa pleine citoyenneté. Nous avons mis en place des pactes linguistiques avec un certain nombre de territoires qui permettent d'accompagner les acteurs engagés pour mieux maîtriser la langue et lutter contre l'illettrisme. Et puis un autre axe important, c'est celui de la promotion des langues régionales, axe essentiel, selon la ministre, pour la mise en œuvre d'une politique linguistique
conduite sur les territoires. Car comme vous le savez, la France est dotée d'un patrimoine unique en Europe et au monde, avec plus de 75 langues régionales qui sont employées sur les territoires. Alors, langue régionale, petite définition, c'est une langue qui est employée depuis au moins aussi longtemps que le français sur le territoire de la République. C'est important comme définition. Et vous avez plus de 2 tiers d'entre elles qui sont employées sur les territoires d'outre-mer. Et nous avons des réalités contrastées quant à la promotion et à l'emploi de ces langues. Et c'est pour cette raison qu'un Conseil national des langues et cultures régionales a été réalisé, a été voulu et présidé par la ministre de la Culture et propose très concrètement d'accompagner les acteurs qui travaillent et qui œuvrent pour la promotion des langues régionales à travers la réalisation d'outils numériques de promotion, de sensibilisation, des guides aussi existants pour informer sur les aides publiques en faveur des langues régionales. Nous allons lancer aussi prochainement une plateforme Langue de France dédiée à la promotion des langues régionales. Tout cela contribuera, je l'espère, à faire en sorte que notre politique linguistique soit vue comme une politique apaisée, réparatrice, qui prend en compte les réalités des territoires, les réalités des habitants des territoires, et qui, loin d'adopter une attitude qu'on a pu reprocher au pouvoir public, non sans fondement de prohibition de ces langues régionales depuis la Troisième République, eh bien, je pense que nous sommes dans une nouvelle démarche, également grâce à l'adoption de la loi Molac, pour permettre une plus grande reconnaissance de ces langues, car il en va de la dignité également et des identités, la diversité des identités des habitants de notre beau pays. Enfin, oserais-je rappeler qu'il ne peut y avoir de politique de la langue en France sans politique de la langue à l'international, que ces deux dimensions sont intimement liées. J'ai évoqué naturellement la problématique du numérique, de l'innovation, qui sont, je le rappelle, des très grands défis, des grands enjeux pour notre langue, pour l'avenir de notre langue, et qui ne pourront être relevés sans l'aide des autres pays francophones et sans également un dialogue qui nous relierait avec les pays membres de l'Union européenne, car ce combat pour la langue française, c'est un combat également pour la diversité linguistique, pour le plurilinguisme. Je crois que depuis le discours du président de la République du 20 mars 2018 sous la coupole « Une nouvelle ambition pour la langue française et le plurilinguisme », ces nouveaux paradigmes ont été pleinement assimilés, je le crois, par les pouvoirs publics. Cette politique renouvelée de la promotion de la francophonie sera mise à l'honneur à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, qui débutera à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ce sommet ancrera la francophonie dans la modernité au travers du thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Le numérique, champ sur lequel la délégation et le ministère de la Culture sont particulièrement investis, en sera naturellement une priorité forte. Voilà, Monsieur le Président, les quelques propos que je peux vous adresser en liminaire de notre échange, et je vous en remercie. Merci. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Yann Chantrel, qui est président du groupe d'études sur la francophonie. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour la remise de votre rapport au Parlement sur la langue française. Comme vous l'avez dit, c'est aussi une année toute particulière, puisque nous célébrons effectivement les 30 ans de la loi Toubon et que la France accueille à l'automne le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Alors avec 321 millions de locuteurs dans le monde, dont un quart qui l'ont pour langue première, le français reste donc la 5e langue la plus utilisée dans le monde. Elle est aussi apprise comme langue seconde par 132 millions de jeunes et d'adultes à travers le monde. En tant que sénateur représentant nos compatriotes établis hors de France, je me dois aussi ici de saluer le rôle de nos 96 instituts français et nos 829 alliances françaises, mais aussi celui de notre centaine d'écoles flammes
qui permettent également aux enfants scolarisés dans le système scolaire d'un pays étranger de garder un contact avec la langue française. Donc la délégation générale à la langue française fait vraiment un travail remarquable qu'il faut souligner pour promouvoir la langue française et valoriser les langues de France, pour enrichir notre langue, pour défendre le plurilinguisme et sensibiliser à la diversité justement de la langue française. Ma première question, ça consisterait donc à vous demander, mais comment peut-on faire pour mieux faire connaître justement votre institution et vos travaux, parce que ce sont quand même des travaux qui s'appuient sur ceux des sociolinguistes, d'anthropologues, lexicographes, d'autres chercheurs, et dont on a besoin qu'ils pèsent dans le débat public, là où les médias ont parfois tendance, malheureusement, à se focaliser sur des sujets, des interlocuteurs que je qualifierais de plus normatifs. Avec mes collègues Catherine Belriti et Pierre-Antoine Lévy, nous sommes aussi co-rapporteurs d'une mission d'information sur la francophonie lancée par notre commission. Elle se veut large et traitera des sujets aussi divers que la place de la langue française dans la recherche internationale, la question de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Mais en cette année de 30e anniversaire, nous souhaiterions aussi savoir, et vous l'avez abordé dans votre propos liminaire, le bilan à tirer justement de la loi Toubon. Et quelles perspectives législatives nous pourrions envisager pour compléter l'arsenal de notre politique linguistique en la matière. Et autre question, nous accueillons aussi cette année les Jeux olympiques et paralympiques, dont le français est la langue officielle. Votre délégation a-t-elle été associée à son organisation et aurez-vous un rôle à jouer pour vous assurer que la langue française reste en usage permanent et ne soit pas noyée dans l'anglo-américain? Nous accueillerons aussi cette année le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, où a été inaugurée il y a quelques mois la Cité internationale de la langue française. Avez-vous justement un premier retour sur sa fréquentation? Quel rôle lui voyez-vous jouer pour qu'elle ne devienne pas un musée? Et quel rôle en tant qu'opérateur vous souhaitez qu'elle ait? Parmi les activités proposées par la Cité, il y a un parcours dénommé l'Aventure du français, qui retrace l'histoire de notre langue et qui permet d'appréhender avec nuance et mesure ses évolutions passées et actuelles. Nous sommes ici très attachés à l'enseignement de l'histoire dans cette commission. Est-ce qu'il ne vous semble pas que l'histoire de la langue est une dimension qui manque à l'enseignement de la langue française dans le primaire et le secondaire? Merci. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions avant de donner la parole à mes autres collègues. Merci, merci Monsieur le Sénateur, cher Yann Chantrel. Alors, comment mieux faire connaître la délégation? Déjà, grâce à cette séance, et je suis vraiment très sensible à ce que, Monsieur le Président, vous nous accueilliez, car la langue française, la Chambre haute en a parfaitement conscience. La preuve de votre mobilisation est avant tout un objet politique. J'ai rappelé le cadre constitutionnel et le cadre légal. Je crois, pour boucler avec votre dernière question, que cet élément doit être en effet mieux partagé dans l'enseignement. Et l'histoire de la langue, en effet, est un sujet et un domaine qui n'est pas assez traité. Je pense qu'on pourrait, pour cela, également mobiliser davantage une institution comme l'Académie française, car c'est bien l'Académie française qui est la première institution créée à l'initiative du cardinal de Richelieu, dont la mission première est bien celle de défendre la langue française. Donc cette institution incarne, en quelque sorte, l'histoire de notre politique de la langue. Et je pense qu'une réflexion qui pourrait être posée déjà dans le cadre d'un colloque que nous allons mettre en œuvre à la fin de l'année 2024 pour célébrer les 30 ans de la loi Toubon, pourra apporter quelques réponses tangibles. Il s'agira de nous interroger sur
une histoire de politique de la langue depuis 1539 jusqu'à nos jours, avec un volet plus particulier sur la portée de l'ordonnance, sous la direction des Archives nationales, et un volet plus historique d'une histoire de la langue française, de la Révolution française à la loi du 4 août 1994. Donc, il y a en effet cette prise de conscience qui doit être davantage accompagnée, car la langue est un objet politique. La question aussi, pour moi, c'est, pour ne pas en faire un objet de musée, c'est l'ouverture à la francophonie. Qu'est-ce que c'est que la francophonie, en fait? C'est l'incarnation, la manifestation de la diversité linguistique. Car, je vous le rappelle, la France, peut-être, est le seul pays francophone monolingue. Tous les autres pays de la francophonie sont plurilingues, à commencer par l'Afrique. Donc il y a un enjeu très important de promouvoir avec la langue française l'ensemble des langues qui sont employées sur les territoires de la francophonie. Mais ne nous empêchons pas non plus de faire un travail actif sur le territoire de la République pour promouvoir les langues employées par tout autant les populations issues des diasporas que de l'immigration. Je crois qu'il y a ce travail-là qui est intéressant et qui doit être mené. Sur les JO et les Jeux paralympiques, nous sommes très engagés sur la question linguistique. Pour mémoire, l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale, avec le président du COJO, Tony Estanguet, ont signé une convention précisément portant sur le respect de l'emploi du français durant les Jeux. Et puis nous-mêmes, nous sommes vigilants, puisque nous avons même manifesté notre préoccupation lorsque nous avons constaté que certains termes ou certaines communications n'étaient pas faites dans la langue commune, n'étaient pas faites en français, et notamment au sein du COJO. Donc, avec le préfet de région, Marc Guillaume, nous sommes très, très attentifs à ce que le cadre légal soit pleinement respecté. Enfin, nous avons mobilisé des groupes thématiques de travail depuis plus d'un an, avec le ministère des Sports, avec le délégué à la francophonie du ministère des Sports, Daniel Zelinski. Ce groupe de travail interministériel traite de la lexicographie, du vocabulaire, notamment pour exprimer les jeux et les nouvelles disciplines sportives qui seront proposées durant les Jeux, comme par exemple le surf ou le break ou des sports urbains. Donc, propose des vocabulaires en français, des équivalents donc des termes anglo-saxons. Nous avons aussi fortement mobilisé les élus, les maires, la société civile, pour que soient portés en français les olympiades culturelles. Et donc nous sommes vraiment très, très, très mobilisés sur la question des Jeux olympiques, avec aussi des développements d'applications numériques plurilingues, pas seulement en français et en anglais, mais aussi dans les autres langues, pour bien montrer que la politique de la langue, c'est une politique d'hospitalité, y compris d'hospitalité des autres langues pour les personnes qui arriveraient de l'international, non francophone et non anglophone. Alors, je vais prendre toutes les questions. Dans la suite, Catherine Morin-Desailly. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cette audition, ce jour si symbolique de la défense de la francophonie, où à travers le monde, on est très sensibilisé à cette question qui est en fait celle de la diversité linguistique et culturelle. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Délégué Général. Donc, Yann Chantrel a posé beaucoup de questions et a posé en fait clairement aussi les enjeux d'une évaluation de la loi Toubon, dont on fête les 30 ans cette année. Ce sera aussi le sommet de la francophonie en France. Donc tout ça a beaucoup de sens pour un travail de fond que nous souhaitons bien sûr mener pour mesurer son application, en réalité en dresser le bilan. Ce qui me frappe dans les rapports que nous avons avec les pays de la francophonie, je pense à nos amis canadiens, c'est que dans d'autres pays, on défend plus fortement la francophonie que chez nous. La législation y est plus sévère, plus stricte,
On y trouve des sanctions, d'ailleurs, au manquement à l'application de la loi de la langue française. Donc, j'aurais aimé vous interroger, vous-même qui travaillez ardemment depuis toutes ces années sur ce sujet. Est-ce que, de votre côté, vous constatez qu'on pourrait utilement compléter ce texte de loi? On voit que c'est un combat permanent, et moi je suis très sensible à la petite brochure que vous avez éditée sur les 100 termes utiles aux collectivités locales, parce qu'on voit bien que tout commence par aussi l'application de la loi dans nos collectivités, où malheureusement dans les villes et les villages on voit fleurir les anglicismes partout. L'autre jour, je descendais une rue dans ma ville de Rouen, et sur pratiquement une trentaine de commerces, je peux dire qu'une vingtaine d'entre eux avaient des titres ou des sous-titres anglais, en réalité. Donc on voit qu'il y a un problème avec la démultiplication des city markets, des city stades, et qu'il y aurait des appellations tout à fait pertinentes à proposer. Donc comment on mène ce combat à partir de... Donc, est-ce que vous avez des contacts avec les associations d'élus, justement, pour les sensibiliser à ce sujet? Et puis, une dernière question qui porte sur les instances européennes. Nous avons été nombreux, depuis le Brexit, à militer pour que le français se voit restitué comme vraiment langue officielle de l'Europe. Avec un collègue, le Jean de Nicolaï, au niveau de la Commission des Affaires européennes, nous avons d'ailleurs commis un rapport sur Europe et patrimoine, Europe et culture, et nous nous sommes aperçus que la plupart des sites d'information, des guides pour les subventions, pour les fonds européens, pour pouvoir mener des projets, ne serait-ce que dans notre propre pays, ne sont formulés qu'en langue anglaise. Donc comment peut-on aussi faire valoir, en cette année où nous allons célébrer donc la loi Toubon, mais aussi le sommet de la francophonie, comment la France peut-elle pousser à Bruxelles quand même cette idée qu'il faut à minima voir s'appliquer ce qui devrait être la règle en réalité? Merci beaucoup. Jacques Grosperrin. Merci, Président. Merci, Monsieur le délégué général. Ce que je voudrais également m'associer aux propos qui ont été émis à votre rencontre pour vous remercier et puis féliciter le bon timing de cette journée, donc de la langue française, avec votre présence aujourd'hui. Mais je crois que ce n'était pas dû au hasard. Et en tout cas, merci pour les informations. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est... à la sortie du classement PISA, donc 5 décembre dernier, le Premier ministre avait parlé justement de difficultés de la France dans l'Hexagone, qui est classée à la 29e position de l'OCDE au niveau de ses jeunes élèves en compréhension écrite. Le Premier ministre avait justement œuvré en faveur d'un choc de savoir, avec entre autres la mise en place de groupes de niveau, afin de rééquilibrer à terme justement ces différences. Pensez-vous que cette mesure pour améliorer le niveau de nos élèves en français peut-elle diminuer les écarts de niveau entre les élèves? Alors c'est une question qui est à la jointure en tout cas de vos compétences, mais en tout cas je suis persuadé de vos compétences, de votre champ d'intervention, mais je suis persuadé que vos compétences nous permettront de pouvoir y répondre en tout cas en partie. La deuxième question, c'est vous nous avez parlé tout à l'heure de la dimension linguistique importante du français, en tout cas dans le numérique. Et on se rend compte que dans les modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou d'autres, qui ne sont pas aussi entraînés en français qu'en anglais, alors il y a des start-up, Mistral AI ou d'autres, qui nous permettent d'avoir un accès justement à un système d'intelligence artificielle franco-français, mais la langue de référence reste l'anglais. Alors comment, justement, c'est vous, en tant que délégué général à la langue française et aux langues de France, pouvez-vous contribuer afin que ces systèmes d'intelligence artificielle puissent atteindre le même degré d'apprentissage tant en anglais qu'en français? Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si le timing était bon pour l'audition de ce matin avec la journée de la francophonie, mais je pense que le calendrier, par contre, était opportun. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'être venu à vous pour votre discours très très fort. Moi, je retiendrai plusieurs choses. D'abord, c'est votre analyse juridique qu'il ne faut jamais oublier.
Et dire, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, que l'utilisation française, c'est aussi ce qui permet l'égalité des droits sur tout le territoire national, et c'est quand même un fondement de notre République. On discute en ce moment de co-officialité, d'officialité. Je pense que c'est important de rappeler que l'usage de la langue, c'est ce qui permet l'indivisibilité de la nation. Ça me semble tout à fait fondamental. Après, d'un point de vue peut-être un peu plus philosophique, on pourrait dire que le français, c'est pas uniquement un vecteur de communication, c'est aussi un mode de pensée. On pense dans une langue, hein, et c'est quelque chose de fondamental. La traduction, une traduction presque automatique des propos ne rendra jamais la finesse de l'expression, parce qu'elle renvoie à un mode de pensée. Et vous voyez très bien vers quoi je me dirige, parce que c'est le sujet de ma contribution dans vos colonnes, et je vous remercie de me les avoir ouvertes. C'est sur la difficulté du français comme mode d'expression de la pensée scientifique. En tant que chercheur, moi j'ai vécu des moments où l'obligation de publier en anglais était très très forte, parce que ça faisait partie de l'évaluation scientifique. Avec Laure Darcos, dans la LPR, nous avions demandé au HCRS de défendre l'utilisation du français. On ne peut pas dire que le HCRS est beaucoup œuvré dans ce domaine. Au contraire, je vois que l'évaluation scientifique telle qu'elle est réalisée est fondée de plus en plus dans le domaine scientifique sur des revues anglo-saxonnes qui ne publient qu'en anglais. Ce qui pose un problème majeur. C'est pas pour des raisons linguistiques, parce que quand vous avez un article de mathématiques publié en anglais, il serait publié en français, le sens serait rigoureusement le même. C'est tout simplement parce que l'édition scientifique est aujourd'hui captée par des entreprises monopolisatrices qui considèrent que la seule langue d'expression, c'est l'anglais. Je suis intimement persuadé, mais comme vous, qu'une langue reste vivante tant qu'elle est utilisée dans toutes les activités humaines. Et donc on ne peut pas sortir l'activité scientifique du champ d'expression du français, c'est tout à fait important. Vous avez raison de souligner que l'intelligence artificielle et son utilisation nous posent des problèmes considérables. J'ai grand plaisir à souligner que le Sénat, et notamment le bureau du Sénat, s'est emparé du sujet, va utiliser pour ses comptes rendus l'intelligence artificielle afin d'assurer une prise en note plus facile, mais pour autant, la direction des comptes rendus, et je salue ces personnels de façon très forte, va continuer à faire que la qualité du français reste la même, ce qui fait que quand vous regardez une loi de 1905, les débats de la loi de 1905 au Sénat et les débats aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on parle le même français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais la différence entre les deux, c'est le travail des administrateurs de la direction des comptes rendus, parce que ça permet une grande intelligibilité de la langue sur la très longue durée. Et un siècle après, on peut parfaitement comprendre quelles étaient l'intention du législateur du fait de la qualité de la langue. Et là, on retrouve l'aspect juridique. Moi, j'ai quelques inquiétudes sur la période à venir, notamment, peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais la réforme du collège telle qu'elle a été présentée risque de faire disparaître l'enseignement des langues anciennes, latin et grec au collège. On ne peut pas parler correctement le français si on n'a pas quelques notions au moins de latin. Je pense que l'enseignement des langues anciennes est fondamental pour la réappropriation du français dans ce qu'il a de plus latin comme langue. Et par ailleurs, moi j'avais fait une proposition dans vos colonnes, c'est que votre organisme puisse être rattaché directement au Premier ministre pour avoir un rôle de relation interministérielle, à l'image un petit peu de ce qu'est l'Office québécois de la langue française, qui chapeaute l'intégralité des administrations. Est-ce que dans le cadre de l'examen qu'on pourrait faire de la loi Toubon, ça pourrait être une réforme intéressante pour vous? Est-ce qu'elle vous apporterait de nouveaux moyens d'action en ayant ce statut supérieur? Je vous remercie. Mathilde Olivier.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général, merci pour votre présentation. Je reviens moi aussi sur la promotion du français à l'étranger. La politique de promotion de la francophonie passe avant tout par les instituts français, les alliances françaises, les conseillers culturels, mais aussi par les nombreuses initiatives citoyennes dans les pays d'accueil de Français et de francophones. On a parlé des associations Flammes, de nombreux festivals, événements qui sont organisés notamment par nos communautés françaises à l'étranger. Mais dans de nombreux pays, néanmoins, ces dernières années, on note un recul du français, de l'apprentissage du français dans les écoles, au profit de d'autres langues, c'est ce qu'on nous dit, qui sont considérées comme plus faciles dans l'apprentissage. Alors, ça passe aussi par la promotion des études de français dans les universités locales, pour avoir assez de professeurs pour pouvoir ensuite apprendre le français dans les écoles. Et là aussi, la France peut jouer un rôle. Alors, comment évaluez-vous ces évolutions et quel levier ici pour continuer à faire du français une langue attractive à l'étranger? Et puis, l'attractivité de la langue française, elle passe aussi par une politique culturelle, musique, cinéma, art qui soit ambitieuse. Et dans ce cadre, comment appréhendez-vous, évaluez-vous l'annulation de plus de 28 millions d'euros du programme diplomatie culturelle et d'influence lors des dernières coupes budgétaires, et quels impacts cela aura sur la francophonie? Aussi revenir sur les langues régionales. Il est aujourd'hui démontré que la protection des langues régionales et de la diversité linguistique est intimement liée à la compréhension de nos environnements naturels et contribue à leur protection. Est-ce que vous menez des politiques, des analyses spécifiques liant langue et protection de l'environnement? Et puis enfin, un dernier élément, je rencontrais il y a quelques semaines à l'université de Vienne, en Autriche, où je réside, des linguistes spécialistes en sciences de l'éducation qui me parlaient de programmes très développés en Allemagne et en Autriche d'apprentissage dans les écoles de langue maternelle des communautés allophones résidentes, et qui permettent finalement de renforcer la maîtrise de la langue du pays, ici l'allemand en l'occurrence. Quel regard portez-vous sur ce type de politique pour renforcer la maîtrise du français dans les populations allophones? Merci. Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué. D'abord, une petite remarque. Là, en lisant votre rapport au Parlement là, sur la langue française de 2024, je vois la page 28 dans l'enseignement supérieur et la recherche, penser et transmettre en français. Je lis une petite ligne. Là, la plupart des établissements d'enseignement supérieur ont déjà élargi leur offre de master en anglais dans de nombreuses disciplines. J'ai l'impression que dans certains domaines, on a déjà perdu la maîtrise de la dénomination des différents niveaux universitaires. Mais la question, demain, je ne sais pas encore ce que seront les traductions, mais on nous dit que les outils, et avec l'intelligence artificielle, feront de la traduction instantanée lorsque l'on s'exprimera, notre interlocuteur rencontrera. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle action est menée pour que le français, qui va être utilisé dans ces traductions, soit alimenté plutôt par le dictionnaire de l'Académie française que par le langage le plus courant, parce que si on va chercher l'usage le plus fréquent, ce n'est pas forcément la langue la plus élaborée qui est employée. Alors, est-ce qu'on a une vigilance? Est-ce qu'on a même une action pour essayer d'alimenter justement tous ces techniques d'apprentissage par les machines avec une langue française qui soit respectueuse de la langue française? Je ne reviendrai pas sur la langue un petit peu élaborée qu'on a dans nos universités avec le français un petit peu travaillé. Jean-Gérard Pommier. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite vous faire part, pour ma part, de deux inquiétudes. Tout d'abord, la perte de l'influence de la France en Afrique, à mon avis, aura à terme des répercussions sur la langue française qui, comme le disait Pierre, n'est pas un mode de communication, mais un mode de pensée. Ma deuxième inquiétude, c'est que nous sommes confrontés à une influence grandissante de la culture de l'effacement qui va
même jusqu'à demander la réécriture des plus grands chefs-d'œuvre de notre littérature, jugés par les partisans de cette idéologie comme en dehors des exigences de notre époque. Cela revient à tout rapporter à notre mode de pensée contemporain, niant ainsi l'existence d'autres modes de pensée à d'autres moments de notre histoire. Comment vous positionnez-vous sur ces sujets, vous qui avez déclaré aimer la langue française à travers la littérature, et vous me citiez avant la réunion le Lys dans la vallée? Ne faudrait-il pas, à votre avis, prévoir un cadre juridique aussi plus fort afin de garantir la pérennité de ces œuvres et de les préserver d'une réécriture? Merci. Gérard Lahellec. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général. Gérard Lahellec, sénateur de Bretagne, des Côtes-d'Armor exactement. Non, mais je le dis au passage, j'ai appris le français à l'école. Je dois à l'école, donc, et au français, d'avoir fait de moi ce que modestement je suis. Donc voilà pour ce qui est de l'identité. Merci en tout cas, Monsieur le Délégué Général, d'avoir rappelé que le français était un bien commun, d'avoir présenté le français dans son rapport aux autres cultures. Parlant de la Bretagne, je pense que le français aussi a permis aux Bretons de se comprendre entre eux, entre les hauts et les bas bretons, le gallo et le breton. Non, mais c'est une réalité. Et donc, merci d'avoir présenté également le français dans son cheminement historique, si je puis dire. Dans le même temps, et le français n'y est pour rien, je considère que la République a eu tendance à nous instruire du français par exclusion de nos cultures minoritaires. Et je pense que c'est un problème de fond, qui n'est pas spécifiquement régional. Je pense qu'il existe des cultures minoritaires partout en France et que le français peut être un vecteur d'intégration pour peu qu'on ne l'instruise pas par exclusion des autres. Ça me semble être une question centrale. Ça intègre aussi la diversité, la toponymie, par exemple, pour revenir plus précisément aux propos que tenait notre collègue tout à l'heure. J'ai dit tout ça parce que ça relève de la grande culture. Il m'arrive souvent de penser au discours de Jean-Marie Gustave Le Clésio quand il reçoit son prix Nobel de littérature. Il dédie son discours à Elvira, qui est une espèce d'artiste ivrognesse de la forêt amazonienne, et Le Clésio dit: c'est ici, dans ce lieu totalement improbable, que s'exprime la forme la plus élaborée de l'art. Mais Le Clésio l'exprime en langue française. Donc bravo d'avoir permis à Le Clésio de le dire grâce aux Français. Alors, vous l'avez compris, moi, ma question est un peu la suivante. Je décèle deux difficultés malgré tout. L'article 2 de la Constitution, vous avez bien fait de le rappeler, mais en même temps, cet article 2 de la Constitution constitue un obstacle, notamment pour la loi Molac, en ce sens que l'enseignement immersif n'est pas constitutionnel. Or, les collectivités contribuent. Pour l'instant, il n'y a pas de recours engagé, mais ça donne comme une forme de précarité quand même à l'enseignement des langues régionales. Et ensuite, il y a la question de la Charte européenne des langues minoritaires. Je considère que ce n'est pas au motif de l'article 2 de la Constitution et de la Charte européenne des langues minoritaires, ça ne devrait pas pour autant conduire à ne pas avancer. Et donc, je le dis, sachant que, comment dirais-je, le rapport de la Bretagne à la France, c'était 1532. Donc on avait précédé 1539 de 7 ans, donc Villers-Cotterêts. Donc voilà, la question que je me pose, c'est la suivante. Nonobstant l'article 2 et la Charte européenne des langues minoritaires, malgré tout, comment avancer? Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général, pour
vos propos. Je vais juste compléter les différentes questions qui ont été posées, puisque à travers votre exposé, j'ai trouvé que la majorité des outils étaient finalement démontraient une certaine centralité. Et à la fois au moment de l'exposé sur la Cité internationale de la langue française, avec ses 70 000 visiteurs et ce chiffre dont vous sembliez satisfait. Donc, je voudrais peut-être déjà que vous puissiez nous rassurer sur cette politique d'investissement, à la fois cette Cité internationale et la typologie des visiteurs. Quels sont-ils ? Que viennent-ils chercher? Et est-ce qu'on peut dire que cette cité internationale réussit à toucher tous les publics? La deuxième question par rapport à cette inquiétude, c'est sur le budget des 50 millions d'euros destinés à l'adaptation finalement à l'innovation, à l'IA. Donc, ces 50 millions, est-ce qu'ils sont finalement, ils sont pris sur quelle ligne? Est-ce qu'ils auront vocation à aussi permettre la lutte contre l'illettrisme, qui est un sujet quand même majeur, et le niveau des élèves en français? Donc déjà, je voulais être rassurée sur ces deux points. Après, vous avez parlé des lacunes de la loi Toubon. Pouvez-vous nous préciser quelles adaptations vous, en tant que délégué général, vous souhaitez, et dans quel délai, pour pouvoir finalement avoir une loi qui répondrait 30 ans après aux enjeux actuels? Vous avez dit que les politiques publiques pour irriguer les territoires faisaient partie de vos axes majeurs. Alors, pouvez-vous les décliner? Avec quel budget et quel interlocuteur dans les territoires? Et lorsque vous avez parlé de pacte linguistique qui était contracté avec certaines entités, pouvez-vous développer ce sujet-là? Et je voudrais revenir c'est un peu taquin, on va dire, sur ce livret auquel faisait référence tout à l'heure Catherine Morin-Desailly, sur les termes clés utiles aux collectivités locales et sur la perspective des JO, finalement, avec l'utilisation de certains anglicismes. Moi, pour être du département de la Vendée, le fait qu'on utilise le surf pour du surf ne me dérange absolument pas, puisqu'il y a une histoire derrière le surf en réalité. Donc le skatepark, pour moi, ces choses, je suis à la page 18, n'ont rien à voir, c'est pas comparable avec un terrain multisport et un city-stade. Ça n'a rien à voir avec une aire de jeu et un playground. Pour moi, il y a quand même des choses qui sont le fruit de l'histoire, et à travers finalement la langue française, on veut faire vivre l'histoire de France, l'histoire de notre langue. Donc le surf, il est né où? Le surf, voilà, une planche je sais pas comment on peut appeler ça, une planche de mer, une planche de vague, une planche de glisse, voilà. Donc on peut pas s'asseoir sur l'histoire aussi d'activités sportives, et ça me paraît quand même assez anecdotique de travailler là-dessus, et assez décalé par rapport aux enjeux du niveau scolaire des jeunes en français notamment, et sur l'illettrisme en France. Je vous remercie. Et enfin, Béatrice Gosselin. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Délégué Général, pour cet exposé. Oui, moi, ma question va être très simple. Vous avez parlé d'un travail actif pour dispenser ce bien commun qui est notre langue française sur le territoire et dans toutes les activités humaines, et je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure, l'importance de l'ensemble la pluralité des activités. Mais tout à l'heure, tu parlais, Annick, de politique publique qui irrigue tout le territoire, et ça, j'en suis ravie, et je pense que vous allez continuer à décliner. Il y a une chose qui me tracasse quand même, moi, qui m'inquiète et que j'avais déjà évoqué, c'est-à-dire qu'on a fermé, et les rayonnements c'est en France, mais c'est aussi à l'étranger, et on a fermé des instituts français tels que Valence, tels que en 2021 pour le dernier, tels que Vienne, tels que Descartes, tels que la Maison Descartes dans les Pays-Bas, et ce rayonnement français n'est-il pas aussi important à l'étranger, aussi bien pour le pays que pour notre langue? Et je vois qu'on a une politique intérieure fournie, et j'en mesure l'importance et les conséquences, mais je me dis qu'il ne faut pas oublier ce rayonnement dans nos territoires étrangers, parce que c'était quand même l'importance, c'était des points d'ancrage pour notre pays et notre langue. Merci.
Voilà, monsieur le délégué général, je vais vous redonner la parole pour essayer de répondre à ces différentes questions, avec bien sûr un certain nombre de sujets qui se recoupent. Merci. Je vous remercie beaucoup parce que je suis admiratif et impressionné de la qualité de vos questions. Je le dis sans être du tout démago, hein, mais ça fait chaud au cœur de voir que les parlementaires sont attachés à la langue, les sénateurs et les sénatrices, particulièrement à la langue, et que c'est donc un sujet constant de préoccupation. Et sachez que j'y suis très sensible. Concernant la politique mise en œuvre quant à l'application du cadre légal de la loi Toubon et des questions d'érosion de ce cadre légal. Comme je l'ai rappelé, cette loi, elle fut votée en 1994. Elle fut réaménagée avec la loi dite Fioraso un peu plus tard, en 2013, merci, concernant l'enseignement supérieur notamment, et l'introduction d'autres langues étrangères, à savoir l'anglais, évidemment, dans la transmission de l'enseignement supérieur, au sein de l'enseignement supérieur. Je crois que ce qui est très important, c'est de prendre en compte, avant toute chose, l'attente de nos concitoyens. Nous avons réalisé un certain nombre d'enquêtes confiées au CREDOC depuis ma prise de fonction. Hein, je suis arrivé en 2018, en novembre 2018, pour comprendre et connaître l'attente de nos concitoyens quant à l'emploi du français, à ce qu'un cadre légal puisse garantir l'emploi du français. Et nous nous sommes vite rendus compte que 2 Français sur 3 considèrent que c'est très important qu'il y ait une loi qui garantisse l'emploi de la langue commune, que la nécessité d'un recours systématique à la langue française par les services publics est une évidence pour 9 personnes sur 10 interrogées, qu'enfin l'utilisation de la langue française est jugée centrale dans d'autres domaines de la vie sociale, hein, la santé, je l'ai évoqué, l'éducation, la consommation, la sécurité au travail ou encore la cohésion sociale. Et j'ajouterais, pour illustrer cette préoccupation, que plus de la moitié des personnes qui ont été interrogées durant ces enquêtes se sentent gênées, embarrassées, voire rejetées lorsqu'on s'adresse à eux dans une autre langue que la langue commune, dans la communication institutionnelle, dans la sphère publique. Je crois que c'est un sujet extrêmement important. Et donc cette loi, elle a évidemment son importance en tant que loi sociale, loi de cohésion sociale. L'expression en français, je vais picorer, si vous me permettez cette expression, à travers les questions qui m'ont été posées pour essayer de construire un propos de politique globale. La question qui a été posée quant à l'emploi en terminologie hein, de disciplines sportives, notamment le surf, Madame la sénatrice, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, je vous en prie. Je parlais du surf. En vérité, les travaux qui ont été engagés de terminologie, c'est le cas de le dire, mais vous avez parfaitement raison d'employer le mot surf, hein. Vous avez parfaitement raison d'employer le mot surf, d'employer le terme surfer. C'est tout à fait accepté. La question était de trouver des termes en français sur les nouveaux sports, les disciplines urbaines. Donc le break s'appellera toujours break. Sauf que certaines descriptions de cette discipline qui vont être faites, rappelons-le, par des commentateurs sportifs en direct à la télévision, eh bien, ces descriptions-là ne sont pas en anglais, mais elles sont en français. Et donc, il y a ce souci d'intelligibilité qui est absolument nécessaire, car nous ne nous adressons pas uniquement aux spécialistes de ces disciplines sportives, nous nous adressons à tout le monde, nous ne nous adressons pas seulement à une tranche d'âge, mais à toutes les générations. Et c'est pour cette raison, je crois que ce travail d'enrichissement de la langue, il est poursuivi, il est mené en concertation dans le cadre des JO avec les fédérations sportives pour que ces disciplines nouvelles puissent être parfaitement comprises lorsque se dérouleront les épreuves. Voilà, j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Enfin, pour revenir sur le cadre légal,
il y a un pan entier qui échappe au cadre légal, c'est celui de la communication qui n'était pas sous contrôle en 1994, à savoir la communication sur Internet et dans les espaces numériques. Donc il y a un champ entier qui n'est pas couvert par le cadre légal et où il n'y a pas d'obligation à employer la langue française quand on s'adresse dans les systèmes de communication numérique avec donc des termes qui ne sont pas nécessairement en français. Le sujet des associations d'élus, le sujet des associations de maires de France, de présidents de région, il est évidemment extrêmement important, chère Catherine, et c'est pour cette raison que nous poursuivons notre travail de diffusion et de sensibilisation. Vous évoquiez cette petite brochure sans terme pour les collectivités locales, mais nous diffusons encore davantage ces outils. Nous mettons en œuvre ces pactes linguistiques qui ont comme objet d'abord de faire travailler ensemble les acteurs engagés pour la langue française et pour les langues régionales en fonction des réalités de chaque territoire. Je reviens à votre question de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, nous travaillons depuis 2018 à travers un pacte linguistique qui a été signé entre le ministère de la Culture et la région Hauts-de-France et les territoires des Hauts-de-France. Nous travaillons précisément à ce que la Cité internationale de la langue française soit pleinement admise par les habitants des territoires. Et c'est pour cette raison que nous réalisons et nous avons renforcé nos actions dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme, car on le sait, ces territoires sont particulièrement touchés par ce fléau, avec plus de 14% de la population, notamment dans l'Aisne, qui est concernée par cette tragédie. Et donc nous avons engagé, je prends l'exemple de ce pacte linguistique avec les Hauts-de-France, des actions concrètes en réalisant des cartographies, en faisant travailler ensemble les différents partenaires du champ social et du champ culturel, notamment, qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. Donc en fait, le pacte linguistique, il est davantage conçu pour faire travailler ensemble les différents acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, car vous le savez, c'est le drame de l'administration française, comme des services déconcentrés, que de travailler en silo. Donc poser la question de la langue, comme nous la posons aujourd'hui même au sein de cette commission, à l'ensemble des acteurs, en nous appuyant sur les DRAC et sur les préfets de région, c'est une question, je pense, très intéressante qu'il convient de traiter. Nous avons poursuivi nos dialogues avec les territoires à travers, je le citais, ce pacte linguistique Hauts-de-France, mais aussi un pacte linguistique qui a été signé avec La Réunion, un pacte linguistique qui a été signé avec la Seine-Saint-Denis, un pacte linguistique qui est en cours de signature avec la région Grand Est. Et je pense que c'est là où nous pourrons modifier et avancer, modifier les lignes et avancer ensemble pour précisément faire de cette maîtrise de la langue française, une cause pleinement partagée. Car on évoquait le problème des classements PISA, notamment dans le cadre du système éducatif. Moi, je pense que la première grande difficulté qui est posée, c'est celle de la maîtrise de la langue. Quand on n'a pas la capacité de maîtriser la langue, on n'est pas en capacité d'avancer et de progresser dans le système scolaire. Et donc, je pense que, et la ministre y est particulièrement sensible, l'idée d'engager l'ensemble des acteurs publics à travers une grande cause pour la maîtrise de la langue permettrait, je le crois, de faire d'abord mobiliser chaque concitoyen, mais également de réaliser des programmes d'accompagnement pour les publics les plus fragiles en situation d'insécurité linguistique. La question de l'intelligence artificielle, des technologies de la langue, elle a été posée par plusieurs d'entre vous. Ça ne vous aura pas échappé, je l'ai placé presque en premier objectif dans le cadre de cette feuille de route. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que ce rapport au Parlement? C'est un peu une feuille de route de notre politique linguistique. Et cette question de l'intelligence artificielle et des technologies des langues, elle est évidemment cruciale pour l'avenir de nos langues. Vous avez raison, monsieur le sénateur, le drame, mon obsession, c'est la perte de domaine.
C'est quand une langue n'est plus en capacité d'exprimer les réalités, même les plus pointues, même les plus scientifiques, même a priori, celles qui ne concernent pas le quotidien de chacun d'entre nous. Quand cette langue-là n'est plus en mesure d'exprimer ces réalités, elle disparaît. On le constate dans les Pays-Bas, on le constate dans les pays nordiques. Il y a une prise de conscience actuelle qui s'effectue au sein d'un certain nombre de décideurs des pays, notamment d'Europe du Nord, qui ont sacrifié leur langue nationale au profit de l'anglais, d'un anglais systématisé. Et la tragédie, elle est aujourd'hui devant nos yeux, devant leurs yeux. Leur langue se folklorise, leur langue disparaît. Et donc, l'effort qui est mené à la fois dans un dialogue franco-québécois renforcé, en lien naturellement avec l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, pour permettre une découvrabilité des contenus culturels comme scientifiques en français sur la toile et dans l'ensemble des objets numériques. Cet effort, il est lancé. Je l'avais évoqué, la rencontre alternée des 2 premiers ministres en avril prochain devrait, en plus de la mission dédiée aux industries culturelles, la découvrabilité des industries culturelles en français franco-québécoises, devrait proposer une mission sur la découvrabilité des contenus scientifiques avec en chef de file, pardonnez-moi, au Québec, le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, et pour la France, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Étienne Gis, grand mathématicien s'il en est. Car c'est dire que les scientifiques commencent à prendre conscience, et au plus haut niveau, de l'importance de la langue et d'équiper nos langues avec les outils numériques d'aujourd'hui. Proposer, par exemple, des plateformes rédactionnelles, des outils conversationnels pour les communautés scientifiques francophones, proposer des vocabulaires adaptés, proposer enfin des outils de traduction automatique. Car la traduction automatique, en vérité, c'est la chance de nos langues, c'est la chance de la diversité de nos langues. Encore faut-il, et j'en conviens, avec je ne sais plus quel sénateur m'a posé cette question, pardonnez-moi, encore faut-il que nous en maîtrisions les données et que nous puissions en assurer donc la souveraineté. Et c'est pour cette raison, et j'en reviens, Madame la sénatrice, adepte du surf, à cette question que vous posiez quant au financement de ce projet de centre de référence des technologies de la langue. Rassurez-vous, il ne coûtera pas 1 centime aux contribuables. Il a pour objet de coaliser 20 pays membres de l'Union européenne avec un financement à parité des pays contributeurs de cette coalition qui met principalement de la valorisation, tel le supercalculateur Jean Zay que nous avons mobilisé en centaines de milliers d'heures de calcul. Donc c'est de la valorisation qui est mise en œuvre et qui apporte donc, en termes de financement, un financement à parité avec le financement de Bruxelles qui, quant à lui, sera en monnaie, en fraîche, comme disait mon arrière-grand-mère. Et donc il s'agit de 25 millions d'euros qui seront apportés par Bruxelles dans le projet du consortium européen de l'Alliance des technologies des langues d'Europe. Cette dimension européenne et cette dimension francophone, elle doit être travaillée ensemble. C'est très important parce que la France ne peut pas ne peut pas relever ces défis seule. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Il faut qu'elle puisse relever ces défis en partenariat avec les partenaires francophones et les pays membres de la francophonie, ce qui permettrait aussi d'assurer, de diffuser, monsieur le sénateur, du vocabulaire de qualité en français. Je réponds à votre question. Et également en lien avec les pays membres de l'Union européenne, de plus en plus conscients de l'urgence à agir pour à garantir notre souveraineté. Je finirai en disant, en citant sur la question de la pensée dans la langue, dans sa langue, on ne pense bien que dans sa langue. C'est Pierre Judet de Lacombe qui, d'ailleurs, intervient dans le rapport au Parlement qui déclare cela. Le français est évidemment une langue vecteur d'intégration. Je suis très intéressé de ce que vous avez dit, Madame la sénatrice, quant aux nouvelles didactiques, méthodes d'apprentissage pour permettre aux personnes allophones, aux publics allophones, arrivés sur le territoire, notamment en Allemagne, vous m'avez dit, en Autriche également, d'acquérir la maîtrise des langues du pays d'accueil.
Je crois qu'en effet, il faut changer les paradigmes dans l'ouverture au plurilinguisme. Je rejoins votre préoccupation, monsieur le sénateur. On a trop souvent opposé sur le territoire français, langue française et langue régionale, et à l'international, langue française et langue vernaculaire des pays francophones. Ça n'a aucun sens. On voit que c'est même contre-productif, car au lieu de créer de l'unité, ça crée de la division. Donc je pense qu'en effet, les projets, et c'est assez pionnier d'ailleurs, de didactique, d'apprentissage des langues nationales pour les personnes allophones qui arrivent sur le territoire du pays en question, en proposant avec comme des outils, comme des béquilles, des références aux langues vernaculaires parlées par ces personnes, je pense que ça constitue un levier d'action très intéressant. D'ailleurs, nous le travaillons dans ce sens, notamment dans les territoires d'outre-mer. Sur l'île de la Réunion, je regrette qu'il n'y ait pas de sénateur ultramarin. Sur l'île de la Réunion, comme vous le savez, oui. Sur l'île de la Réunion, comme vous le savez, on a 2/3 de la population et des habitants de l'île de la Réunion qui parlent à la maison en créole. Et moi, je vois une corrélation évidente entre échec scolaire, taux de chômage, difficulté d'accès à la citoyenneté, d'expression de la citoyenneté, de participation au débat public et non-reconnaissance de la langue créole, notamment à l'école. Et donc on a fait beaucoup de progrès quand même depuis une dizaine d'années. On s'est rendu compte que si on proposait un enseignement, une maîtrise du français pour ces publics, et notamment les plus fragiles, parce que ce sont toujours les plus fragiles qui subissent ces situations-là, avec de la langue créole, eh bien, il y avait des progrès notables qui étaient réalisés. Donc je pense qu'il faut aller dans cette direction. Il ne faut pas considérer que les langues parlées à la maison de personnes allophones, de personnes immigrées, de personnes de diaspora ou de personnes ultramarines sont des obstacles à la langue française. Au contraire, les langues parlées à la maison constituent un véritable enrichissement. Et les faire partager, notamment au sein du système scolaire, c'est une vraie chance pour tout le monde. C'est un véritable enrichissement. Voilà. Évidemment, le clésio mauricien, vous savez, c'est un prix Nobel de littérature française, mais qui revendique sa nationalité mauricienne également. C'est nomade. Et c'est évidemment une très belle figure qui devrait parrainer en fait toute notre politique de la langue, parce que elle est ouverte à la fois au plurilinguisme, à la pluralité des langues, mais également elle représente l'un des plus grands génies de notre littérature d'expression française. Voilà ce que je peux dire sur la politique de rayonnement à l'international. Vous comprendrez que c'est plutôt au ministère des Affaires étrangères de répondre à cette question. Mais je crois que l'objet de cette mission que vous avez présentée, Monsieur le Président, dans le cadre de la célébration des 30 ans de la loi Toubon, d'interroger en fait nos politiques, pas seulement en France, mais également à l'international, quant à la promotion de la langue française et du plurilinguisme, je crois que c'est tout à fait judicieux. Car comme Richelieu, il ne peut y avoir de politique internationale sans politique nationale, il peut y avoir de politique nationale sans politique internationale. Voilà, je pense que cette question, je finirai par là, plus organisationnelle, plus mécano, si j'ose dire, du positionnement de la délégation générale à la langue française de Langue de France. Moi, je suis très heureux au ministère de la Culture. Donc, s'il vous plaît, ne nous laissez pas aller ailleurs. On est très bien au ministère de la Culture, on est très bien avec la Commission Culture. Ce rattachement-là permet, en vérité, de mener pleinement des actions transversales. Parce que qu'est-ce que c'est que le ministère de la Culture? C'est un ministère par définition transversal, qui touche toutes les générations, qui touche tous les publics, qui touche tous les territoires. Donc surtout,
je crois, il est très important que la politique de la langue, c'était d'ailleurs le vœu de Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie, que vous aviez auditionné, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le Président, il y a quelques mois, j'étais en sa compagnie. Surtout, ne touchons pas à cela. En revanche, je pense qu'il est très important de, peut-être sera-ce l'objet d'ailleurs de l'un des points de votre mission, il est très important de veiller au renforcement de l'interministérialité dans la mission de la délégation, qui n'est pas forcément complètement compris, entendu par l'ensemble des ministères. Voilà. On a entendu votre dernier message, comme les précédents d'ailleurs, mais en vous écoutant revendiquer le rattachement au ministère de la Culture, je me disais quand même qu'il y a un petit paradoxe, parce que le ministre chargé de la francophonie, lui, est rattaché aux affaires étrangères et il s'occupe du commerce extérieur. Mais bon... Mais Franck Riester était mon ministre en 2018, ministre de la Culture. Bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le délégué général, pour ces réponses à toutes nos questions. Et nous savons que vous partagez, enfin, vous en êtes l'acteur principal au niveau de l'État, de ce souci de définir une politique publique en matière de la francophonie. C'est quelque chose auquel nous sommes ici très attachés, et c'est notamment pour ça que cette mission a été lancée avec nos trois co-rapporteurs. Vous nous invitiez à Villers-Cotterêts, on viendra bien volontiers. On avait failli venir, puisque Rima Abdulmanak nous avait invités avec nos collègues députés. Malheureusement, entre le moment où elle nous a invités et puis la date qui avait été fixée, il y a eu le remaniement. Donc nous avons été la victime collatérale du remaniement, mais nous avons repris contact avec le Centre des Monuments Nationaux, et du coup je vous le dis également pour que vous soyez évidemment présents pour effectuer un déplacement, si possible, en mai. La date n'est pas encore fixée, mais bien entendu, nous serons très heureux de vous y retrouver également. Voilà, mes chers collègues, on va s'arrêter là pour notre commission de ce matin en vous remerciant.